Aujourd'hui, nous sommes ici à Cocal do Sul, dans l'état de Santa Catarina, pour vous montrer comment le grès céram est fabriqué. On y va? La base du carrelage ou du grès céram contient 8 ou 9 ingrédients différents. Comme tu dois t'en douter, le principal ingrédient, c'est l'argile. Moi, en l'occurrence, je suis sur une énorme montagne d'argile ici. Il y en a plusieurs sortes. Elles sont mélangées pendant le processus. Une deuxième matière première très importante, c'est le feldspath, qui n'est rien d'autre que du granit broyé, de la pierre broyée. À première vue, on dirait du sable grossier. Il est utilisé dans le grès céram, mais pas dans le carrelage. C'est important car, lors de la cuisson du grès céram, cela fond à l'intérieur et renforce la pièce. Pour le carrelage, le calcaire est une matière première essentielle. Il est ajouté au mélange pour libérer du dioxyde de carbone et donner de la porosité à la pièce, créant ainsi de petites aspérités à l'arrière. Et cela aide à faire adhérer le carrelage au mur. La recette du gâteau est entrée dans l'ordinateur. Et ceux qui vont doser la quantité des ingrédients, ce sont ces boîtes ici, qu'on appelle des trémies. Ce sont des sortes d'entonnoirs carrés. Et au bout de chacun d'eux, il y a un moteur qui va aspirer la matière première et la déposer sur un tapis roulant équipé d'une balance. C'est cette balance qui va déterminer la vitesse du tapis roulant. Et ainsi, on arrive à définir la quantité d'ingrédients qui est déposée sur ce tapis principal ici. Dis la vérité, c'est quand même bizarre de penser que c'est ça qui va devenir le carrelage en grès céram du sol de ta maison. Tout le matériau va être broyé dans ce moulin. Il est continu, c'est-à-dire que le matériau ne reste pas immobile à l'intérieur. Il avance et sort ici à l'autre extrémité. À l'intérieur, il y a plusieurs boules d'oxyde, d'aluminium, d'alumine. Il y a 4 tailles différentes. Et elles sont ajoutées dans le moulin en permanence, automatiquement par l'ordinateur. Ensuite, elles ressortent toutes usées et brisées de ce côté-ci. Et un tamis les récupère. Vois comme ce truc ressort de l'autre côté. J'allais appeler ça de la boue. Mais je viens de me faire réprimander parce que boue est un terme offensant dans le monde de la céramique. La boue, c'est cette boue qu'on trouve sur la route. Ceci, c'est du barbotisme. Barbotine, ce sont tous les ingrédients déjà très bien mélangés, soigneusement dosés, qui passent par un tamis vibrant. D'abord, il y a une maille 90, ce qui signifie que dans chaque pouce carré, il y a 90 petits trous. En dessous, il y a déjà une maille 100, ce qui fait 100 petits trous par pouce carré. Cela sert encore une fois à enlever les impuretés de ce mélange ici, qu'on appelle barbotine et non pas boue. Une chose intéressante, c'est qu'ici, ils utilisent un défloculant. Le défloculant est une substance qui sert à séparer les particules qui sont dans l'eau et à les rendre très dispersées, chacune de son côté. C'est l'inverse du traitement de l'eau, où un floculant regroupe les particules pour purifier l'eau. Ici, ce n'est pas le cas. L'idée, c'est que l'eau reste très sale pour un mélange parfait. Mec, ça nous gicle dessus. Je mets ma main ici pour te montrer le résultat. Sérieusement, mets dans les commentaires si t'as pas envie de boire ce truc. On dirait une fontaine de chocolat géante. Ici, c'est le réservoir de barbotine. Ce mélange est stocké ici, ils ont une capacité de 200 à 240 tonnes. Le problème, c'est qu'il faut remuer tout le temps. Sinon, les parties solides vont se déposer, elles vont descendre, et là, tu vas perdre le mélange. Donc, ça ressemble à un immense mixeur. Celui qui va transporter la barbotine à l'étape suivante, c'est cette pompe ici. Elle a des pistons en céramique. C'est important d'utiliser ce matériau parce qu'il s'use sans problème avec le temps. C'est drôle à voir. Ça ressemble à un piston de voiture. Sauf qu'au milieu, il y a de la céramique et non du métal. Ce chocolat qu'on vient de voir doit être transformé en poudre. Et devine comment c'est fait? Exactement de la même manière que le lait en poudre. C'est un séchoir par atomisation. Alors cet entonnoir qui est juste derrière moi va faire ça. Là-haut, la barbotine est pulvérisée dans toutes les directions dans de l'air très chaud. Et cela va faire en sorte qu'elle sèche très rapidement et tombe ici en bas. Regardez comment ça va sortir. Il fait très chaud ici, environ 80 degrés, on ne peut pas laisser sa main dessus. Cela semble sec, mais ce n'est pas le cas. Il reste 7% d'humidité. J'ai toujours pensé que pour fabriquer du grès céram, il suffisait de prendre une sorte d'argile, de la mettre dans un moule et de la cuire. Mais c'est très différent au moment où il prend forme. Cette poudre que nous avons vue il y a peu de temps. Elle vient ici et est placée dans un moule.
Ensuite, une presse va compresser cette poudre et c'est là que la pièce va prendre forme. La presse, c'est celle qui est juste derrière moi. Elle a une force de tout simplement 400 kg par centimètre carré. C'est pour te donner une idée, la pression atmosphérique est de 1 kg par centimètre carré. Là-bas, c'est comme si on était à environ 4 km sous le niveau de la mer. Regarde, ce morceau sort tout juste de la presse. Il n'a pas été cuit ni rien. C'est juste avec une pression de 400 kg par centimètre carré, il a déjà une bonne résistance. Je vais le casser à la main ici, juste pour que tu vois. Ça me rappelle une grosse passoca, mais celle-ci est bien plus dure et dense. Ils ont séparé le moule pour nous. Regarde comme c'est sympa. C'est la partie qui se retrouvera au dos du grès cérame. Elle a une texture qui sert à améliorer l'adhérence. Dans la machine, elle se trouve en dessous. C'est cette partie qui sera visible. Ceci est un grès cérame qui a l'apparence du bois, il a la texture du bois. Donc on peut voir les veines. Cela se trouve sur la partie supérieure de la presse, donc c'est comme un tampon. Il va presser la poudre atomisée et elle va prendre toutes ses rainures. Pour gagner en résistance, les pièces doivent passer à l'intérieur de ce séchoir. Elles restent ici à l'intérieur pendant 1 heure, à 175 degrés Celsius. La pièce sort à environ 95 degrés Celsius. Et ensuite, elle reçoit une fine couche d'eau. C'est pour boucher tous les pores, parce que ensuite, elle va recevoir l'engobe puis l'émail. L'engobe est une sorte de préparation de la pièce. Et par-dessus, on met l'émail. C'est la couleur même du grès cérame que nous connaissons. Dans ce cas, ils ont déjà mélangé les deux choses. Ici, c'est de l'engobe mélangé à de l'émail. Il coule sur la pièce comme une cascade. Et ensuite, la pièce est peinte. C'est vraiment hypnotisant. On pourrait regarder ça pendant des heures sans s'arrêter. Vas-y, va voir. Tu sais que ça donne une sacrée envie de toucher ce truc pour sentir la texture. Alors j'ai trouvé une excuse pour pouvoir toucher. On va mesurer la viscosité de ce liquide, de l'émail. C'est de la poudre de verre mélangée à de l'eau. Et c'est très dense. Ça fait à peu près le double de la densité de l'eau, c'est-à-dire 2 grammes par centimètre cube ou 2 kg par litre. Et théoriquement, il met 55 secondes pour passer par ce petit trou ici. Il est très visqueux, il est très épais. Ceci s'appelle une coupe Ford. Ça sert justement à mesurer ça. On va en prendre un peu pour voir. Mec, ça ressemble à une peinture de très haute qualité, ou à du lait concentré mélangé avec de la peinture. C'est très visqueux. Ces 20 ventilateurs que vous voyez là servent à retirer l'humidité de la pièce, et en même temps à diminuer un peu la température. L'étape suivante est d'utiliser une imprimante à jet d'encre géante, comme celle-ci. Elle utilise aussi le standard CMJN, identique à celui de chez vous, qui est cyan, magenta, jaune et noir. À l'intérieur, la tête d'impression passe au-dessus de la pièce, ce qui est invisible, comme chez vous où la tête passe au-dessus du papier. Mais de l'autre côté, c'est différent. La texture était comme du bois. Chaque type de pièce reçoit une finition différente. Celle-ci doit rester rugueuse, pour être antidérapante. Donc, elle reçoit un mélange qu'on appelle granulat de verre. C'est de la poudre de verre un peu plus grossière, qui va adhérer à la surface comme du papier de verre. C'est ce qui se produit ici. Ce truc est vraiment fou derrière moi. C'est une étagère géante pour les pièces en grès cérame. Elle est composée de nombreux cylindres en métal, et le grès cérame passe au milieu. Il y a 6 pièces par étage. Elles attendent ici avant d'entrer dans le four. Le détail, c'est que tout ça ici est déplacé par des robots. Ça ressemble à cet appareil qui nettoie le sol chez nous. Sauf qu'il est un peu plus grand. C'est juste pour te donner une idée. Une étagère comme celle-ci va peser environ 8 tonnes. Regarde-le la transporter tout seul. Voici le four, et il fait pas moins de 130 mètres de long. Une pièce met 45 minutes pour traverser ici. Le four fonctionne au gaz naturel. Il commence à 200 à 250 degrés Celsius et il atteint 1000 à 1200. Tout ce processus doit être lent. Parce que pendant que la pièce passe ici, plusieurs gaz s'échappent. Ces gaz doivent s'échapper lentement et ils doivent sortir avant que le verre ne commence à fondre. Parce que s'ils sortent après que le verre a déjà fondu, cela va former plein de bulles dans les pièces et on ne veut pas que cela arrive. J'ai dit tout ça
Et je ne suis même pas à la moitié du four. On va accélérer ici, pour arriver jusqu'à la fin. Ici, on peut bien se rendre compte de combien une pièce rétrécit après être passée au four. Celle-ci, elle vient de passer par le séchoir. Donc elle est encore grande. Après avoir été cuite, elle va rétrécir d'environ 7%. Donc celle-ci, c'est la même pièce. C'est juste avant et après être passée au four. Le grès cérame a besoin d'au moins 3 jours de repos après être sorti du four. C'est important, non seulement pour que les pièces refroidissent, mais aussi pour qu'elles deviennent bien plates. Parce que, si tu fais attention, celle-ci, qui vient de sortir, est un peu courbée. Et ça va se corriger avec le temps. Une autre étape par laquelle certaines pièces passent, c'est le polissage. Cette couche de verre qui est au-dessus est encore un peu ondulée. Il faut donc user le verre pour qu'il devienne plus brillant. Ce qui entre en contact avec la pièce, c'est ça ici. C'est un mélange de résine et d'abrasif. C'est un peu comme si on avait du papier de verre à l'intérieur du plastique. La pièce avec les dents est neuve. Elle n'est pas encore entrée dans la machine. De l'autre côté, une autre vient d'en sortir pour être remplacée. Cette usure se produit en environ 8 heures, c'est très rapide. Le polissage retire une fine couche du revêtement de la pièce. Il reste donc quelques petits trous minuscules. Alors, ils doivent appliquer un imperméabilisant. Ce matériau est composé de nanoparticules, des particules vraiment minuscules, qui, avec l'aide d'une éponge, vont être frottées sur la pièce pour boucher tous ces trous. Cette éponge ici, elle peut sembler un peu molle, mais elle est en fait très dure, et elle doit atteindre une température élevée pour réussir à faire adhérer l'imperméabilisant à la pièce. Oh, là, ça m'intrigue vraiment. Je veux savoir comment la pièce fait ce mouvement. Elle entre dans le sens de la longueur. Et ici, au milieu, elle tourne. Et elle va sortir de côté. C'est très similaire à la roue d'une voiture, avec 2 tapis roulants ici. Elles forment une rampe, au milieu du trajet. Le tapis roulant de gauche freine, et celui de droite continue. Donc c'est comme si la pièce tournait à gauche. Comme si la voiture tournait à gauche. La roue de gauche freine, celle de droite continue, et alors la pièce tourne. À la fin, il y a une butée ici, pour que la pièce ne fasse pas 360 degrés. Certaines pièces doivent encore être découpées. Celle qui imite le bois sera, par exemple, divisée en 3. D'abord, une petite roue en diamant raye la pièce. Ensuite, une autre la maintient et donne un léger coup. Vous pouvez voir qu'elle coupe parfaitement. En regardant ici, pour moi, il semble que ces pièces soient parfaitement droites. Mais le grès cérame exige une qualité très élevée. Elles vont donc subir un processus nommé rectification. Qu'est-ce que cela signifie? Le bord. Il est légèrement bombé, un peu arrondi. C'est un problème, parce qu'un bord arrondi signifie qu'il faut mettre beaucoup de joints. Le joint, c'est cette petite patte qui se trouve entre un carreau en grès cérame et un autre, entre un carreau de faïence et un autre. Alors ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Laissez ça bien droit, le bord bien droit, à 90 degrés parfait, pour qu'au moment de poser le grès cérame, tu puisses mettre le moins de joints possible. Et là, ça va former ce miroir qu'on voit. Tu as dû imaginer que ce n'est pas un processus très silencieux. Donc, tout est à fait dans une salle isolée acoustiquement où un disque diamanté passe d'abord sur le côté de la pièce. Et ensuite, une machine d'équerrage garantit que le dessus et la base restent à 90 degrés. Ici, ils enlèvent environ 3 mm de chaque côté du grès cérame. Prenons ce petit pied à coulisses ici d'1,5 m, pour vérifier si la pièce est bien d'équerre. Je l'ai montré en plaisantant, mais le grès cérame passera d'abord par une inspection visuelle. Une machine vérifie les dimensions. Si elles sont imparfaites, elle les rejette et tout repart au début de la production. C'est le moment d'emballer ces pièces. Normalement, on ne fait pas vraiment attention à l'emballage dans Boravez, dans Manual do Mundo, car tout se ressemble. Le défi est ici plus grand car c'est un matériau fragile, extrêmement lourd, qui va devoir voyager pendant des jours, sur des routes très chaotiques, alors ils doivent faire très attention, calculer exactement la position où les pièces vont être placées dans la palette, si elles seront à l'horizontale, à la verticale. Combien de pièces vont dans chaque caisse pour éviter tout ébréchage de l'autre côté? Cette palette va au magasin de matériaux où vous achetez le grès cérame. Ceci pèse 1 tonne 200 kg, 50 mètres de grès cérame. Plus lourd qu'une voiture, ça mérite un petit like, non?